Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux à cette nouvelle conférence. Donc la fin d'année approche, mais J'aime en débat vous réserve encore quelques surprises. Et ça commence aujourd'hui avec un grand dirigeant qui nous fait l'honneur de venir à GEM, donc directeur général de la Société Générale. Merci de bien vouloir accueillir comme il se doit Monsieur Frédéric Oudéa, accompagné de Monsieur Loïc Roche, directeur général de Grenoble École de Management. Bonjour à toutes et puis naturellement bonjour à tous. Bonjour Monsieur Oudéa. Merci d'avoir fait ces premières présentations. Je vais être extrêmement rapide pour deux raisons. La première, c'est que de tradition, je n'interviens jamais dans le cadre de GEM en débat. Ce qui appartient aux étudiants reste aux étudiants, et y compris lorsqu'ils ont de très très beaux invités, il n'y a pas de raison qu'on s'arroge quoi que ce soit par rapport à ça. Puis la deuxième, c'est parce que naturellement, le plus intéressant, c'est ce que pourra nous dire, ce que pourra répondre, ce que pourra éventuellement vous annoncer Monsieur Frédéric Oudéa. Simplement, on reçoit plus qu'un grand patron aujourd'hui qui dirige une grande entreprise. On pourrait même dire un très grand patron et une très très grande entreprise. Il y a entre la Société Générale et GEM un certain nombre de points communs. Des points communs, notamment par rapport aux soucis que nous avons de faire en sorte qu'au-delà de notre métier, il y a un intérêt supérieur. Qu'est-ce qu'on peut apporter? En quoi on peut contribuer véritablement à la société? Si l'on regarde les valeurs de la Société Générale, l'esprit d'équipe, l'innovation, la responsabilité, l'excellence, on pourrait non pas faire un copier-coller, parce que nous n'en sommes pas dignes, mais nos valeurs à nous, quelque part, elles s'inscrivent pleinement dans ces valeurs-là. Et puis, y compris lorsqu'on creuse un peu, lorsqu'on regarde du côté de la stratégie, tout ce qui se joue par rapport au digital, tout ce qui se joue par rapport à l'influence, tout ce qui se joue par rapport à l'international, ce sont des choses qui également nous touchent véritablement. Je n'en dirai pas plus, au-delà du fait, comme vous le savez, que je suis très attaché à faire en sorte que demain, vous vous empariez du monde quelque part, que demain, il vous appartiendra de contribuer à l'inventer, écoutez, entendez, parce que ce qui va vous être dit, c'est un viatique pour peut-être beaucoup de votre vie. Merci à vous, merci beaucoup, Monsieur Frédéric Oudéa. Donc, Monsieur Oudéa va être interviewé par Enguerrand et Diane, donc si vous voulez bien les accueillir. Et puis, juste avant donc, de leur laisser la parole, on va laisser justement la parole à Maxime et Adrien qui vont vous présenter leur billet d'humeur. Bonne conférence à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Monsieur Oudéa. Bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir à Grenoble École de Management. Vraiment ravis, car nous rencontrons enfin en chair et en os celui qui finance nos soirées, nos way, la semaine Altiglis et accessoirement nos cours. N'oubliez pas la campagne BDE. Exact. Le parteux avec la SOG, c'est du solide. Revenons maintenant en quelques mots sur votre parcours. Brillant élève, vous rentrez au lycée Louis-le-Grand, puis vous intégrez Polytechnique, et enfin l'ENA, sans même passer les concours, grâce à vos excellents résultats. Après une carrière comme inspecteur des finances, vous devenez conseiller de Nicolas Sarkozy, en charge des affaires sociales, européennes et agricoles en 1993, lorsque ce dernier était ministre du Budget et de la Communication et porte-parole du gouvernement. Outre vos qualités certaines, ce sont également vos origines hongroises communes qui vous ont peut-être rapproché de l'ancien chef de l'État. Ou bien peut-être le goût pour l'argent. On ne peut plus logique pour un banquier. Ou bien encore ce petit côté bling-bling. Le côté bling-bling ? Eh bah oui, le côté bling-bling. Non. Notre invité du jour est un homme de terrain. Stéphane Richard, ami de promotion de l'ENA, ancien directeur du cabinet de Christine Lagarde et maintenant à la tête d'Orange, affirme sans hésiter que, je cite, « Frédéric a vraiment les mains sous le capot ». Vous-même, vous vous décrivez comme un homme proche des siens qui n'est pas coupé des réalités. Instant émotion, nous voilà transportés dans l'intimité d'un président du CAC 40. Vous avez affirmé « Je suis le seul dirigeant du CAC 40 qui sort de chez lui le matin avec une couche de bébé à la main ».
Des proches vont encore plus loin, affirmant que vous laissez tutoyer dans l'intimité de votre bureau. Frédéric, je me tourne vers toi. Tu serais pas un président normal ? Un président normal, mais du coup, vous aussi, votre ennemi, c'est la finance ? Revenons à votre parcours. Vous intégrez la Société Générale en 1995, suite à la défaite électorale d'Édouard Balladur lors des présidentielles, dont le porte-parole était Nicolas Sarkozy. Vous êtes alors parachuté à Londres à la tête de la filiale britannique du groupe. Mais votre intégration est rendue difficile par vos collaborateurs qui voient d'un mauvais œil l'arrivée du petit Frenchie. Pourtant, vous avez su vous faire aimer et accepter de vos collègues grâce à votre connaissance aiguisée du monde du football, un avantage indéniable outre-Manche, un président normal en somme. Tout comme notre président normal, donc, vous jouez au football, qui plus est, au poste crucial de meneur de jeu. Vous faites alors les beaux jours de l'équipe des anciens de l'ENA. Vous êtes un petit peu le zizou de l'ENA, finalement. Waouh! De plus, vous jouez également au tennis, vous rapprochant cette fois d'un certain Roger. On vous souhaite la même longévité. Continuons à remonter le passé. Votre banque ne s'est malheureusement pas faite que des amis. Ainsi, lorsqu'en 2009, un certain Jérôme fait perdre 4,9 milliards d'euros à la Société Générale et qu'il est reconnu comme responsable de la perte, et vous doit donc ces presque 5 milliards, de nombreuses têtes tombent. Mais vous avez su rester droit et solide dans la tempête. Ce ne fut pas le cas de tous les dirigeants. Dans cette banque qui promeut l'esprit d'équipe par le biais de son implication dans le rugby. En effet, nous savons bien que, au jamais, au grand jamais, vous ne laisseriez tomber un coéquipier. Comment dites-vous dans votre spot de pub avant les matchs de rugby ? Développons ensemble l'esprit d'équipe ? Développons ensemble l'esprit d'équipe ? Eh oui, développons ensemble l'esprit d'équipe. Mais dans cette histoire de mêlée, de ballon en val, mais surtout de plaquage et d'exclusion sur carton, vous prenez la direction de la Société Générale en mai 2009. Finalement, dans cette histoire, le malheur des uns fait un petit peu le bonheur des autres, et vous êtes donc le seul parmi vos collègues à pouvoir apprécier ce cher Jérôme. Mais comme tout bon sponsor de rugby, vous devez savoir qu'un billet d'humeur sur la finance sans évasion fiscale, c'est comme une troisième mi-temps sans pinte de bière. Ainsi, en 2015, les révélations des Panama Papers montrent que la Société Générale est une des banques françaises les plus touchées par les révélations. Vous êtes alors accusé de faux témoignages devant le Sénat et certains politiques, dont le doux, chaleureux, mais surtout insoumis Jean-Luc Mélenchon, vous remettent en cause alors qu'ils avaient tout faux. Votre teint hâlé vient tout simplement de votre amour pour les petits pays d'Amérique centrale. Idéal pour retrouver le soleil, même en plein hiver. Même si, entre nous, nous savons bien que vous passez par Grenoble pour retrouver ces chères stations iséroises. Bon, monsieur Oudéa, on avoue très franchement qu'on a été un petit peu taquin à votre sujet, mais on reconnaît votre beau parcours depuis votre naissance dans une petite bourgade nommée Paris, jusqu'à l'Audito Gem. Vous vous rendez compte du chemin parcouru ? Vous venez aujourd'hui nous parler des enjeux de la banque de demain, sujet ô combien important, qui plus est dans une école de commerce. Vous avez vraiment bien choisi votre lieu. Et on vous en remercie chaleureusement. Bon, je crois qu'il est l'heure pour nous de rentrer au vestiaire. On vous souhaite à toutes et à tous une très bonne conférence sur les enjeux de la banque de demain. Merci beaucoup. Merci. Bon alors merci beaucoup pour ce petit billet d'humeur. Donc maintenant on va commencer avec la partie de l'interview. Elle va se découper en 3 parties. Une première partie où on va s'intéresser, on va dire, à la situation actuelle du secteur bancaire et financier. Une deuxième partie où on va s'intéresser finalement au thème de la conférence, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la banque de demain, ses enjeux. Et une troisième partie un peu plus courte sur vous, votre parcours, voilà. Diane, je te laisse commencer. Merci Enguerrand. Alors, première question plutôt classique. Nous ne sommes pas tous des experts du secteur bancaire dans cette salle. Alors, pourriez-vous nous dire concrètement quel est le rôle de la Société Générale ? D'abord, je voudrais juste vous remercier pour votre invitation, vous dire que je suis très heureux d'avoir l'occasion d'échanger avec vous. Et effectivement, comme le disait M. Roche, il y a un vrai partenariat entre l'école et la Société Générale. Beaucoup d'anciens élèves sont aujourd'hui à la Société Générale et vraiment je m'en réjouis. Donc je vais essayer de parler un peu de la Société Générale. Et ce que je vous propose, c'est qu'on essaie d'avoir un dialogue aussi avec vous. Donc n'hésitez pas, quelquefois, il y a un peu de timidité, mais je pense que vraiment n'hésitez pas parce que c'est vraiment l'occasion de cet échange.
Alors d'abord, donc effectivement, c'est quoi la Société Générale? En quelques mots. C'est une grande banque diversifiée. C'est-à-dire que notre ambition, c'est de nous adresser à différents types de clients. Des clients particuliers comme vous, des commerçants, des professions libérales, des petites et moyennes entreprises, notamment en France, bien sûr, mais pas seulement qu'en France, et puis des grandes entreprises, des investisseurs institutionnels. Donc vous voyez, on balaye large. Notre ambition, c'est de couvrir différents types de clients. On le fait aussi dans beaucoup de pays. Nous sommes une très grande banque internationale. Nous sommes présents dans à peu près 70 pays. Alors, nos activités de banque de détail, celles qui s'adressent justement aux particuliers, aux commerçants, aux petites et moyennes entreprises, sont concentrées dans ce qu'on appelle la région EMEA, c'est-à-dire l'Europe, la zone euro, mais au-delà l'Europe, en Russie, en Afrique. Et en Afrique, à la fois dans le bassin méditerranéen et en Afrique subsaharienne, comme dans un certain nombre de pays anglophones. Donc, vous voyez, cette banque de proximité, cette banque des agences, on l'a fait dans cette grande région européenne. Et puis nos activités de grande clientèle qui s'adressent aux grandes entreprises internationales, qui s'adressent aux investisseurs et donc les activités de marché, elles sont mondiales. Elles sont à la fois en Europe, mais elles sont aussi aux États-Unis, elles sont aussi en Asie. Et nous sommes parmi les grands champions internationaux d'activités comme le financement de l'énergie, qui est un secteur global dans le monde, le financement des infrastructures, typiquement des ports, des autoroutes, des ponts, et puis par exemple aussi en matière de métiers actions et dérivés actions, nous sommes champions du monde. Nous avons eu l'année dernière, en 2016, la reconnaissance d'être champion du monde en produits dérivés dans leur ensemble. Je ne sais pas jusqu'à quel point vous êtes familier avec les produits dérivés, mais que ce soit avec sous-jacent, ce qu'on appelle actions ou produits fixed income. Voilà, c'est à peu près 145 000 personnes dans le monde. Il y en a à peu près 65 000 en France. Les autres très grands pays en nombre de personnes, c'est la République tchèque, la Roumanie, la Russie. Nous avons aussi à peu près 11 000 personnes en Afrique, pour vous donner des ordres de grandeur. Nous avons un chiffre d'affaires de l'ordre d'un peu plus de 25 milliards d'euros et une capitalisation boursière d'à peu près 37-38 milliards d'euros. Voilà en quelques mots la cartographie de la Société Générale d'aujourd'hui. Alors, pour s'orienter sur une question tournée autour de la régularisation bancaire, on a eu donc en 2010 BAL 4. En 2014, il y a eu ensuite l'apparition de l'union bancaire, qui est devenue en quelque sorte le gendarme financier européen. Pourtant, récemment, en 2016, fin 2016, l'Union européenne a posé en quelque sorte son veto sur l'apparition d'un BAL 4, et j'ai dit BAL 3 tout à l'heure. Alors, où est-ce qu'on en est au niveau de la régularisation? Est-ce qu'on est arrivé à... On a trouvé un bon compromis, ou est-ce qu'il faut aller encore plus loin? Est-ce qu'il y a des points précis qu'il faut aborder encore? Où est-ce qu'on en est? Alors, si vous voulez, c'est vrai qu'après la crise financière, il y a eu un effort important au niveau international pour changer les règles du jeu, changer le cadre réglementaire, tirer les leçons de la crise et voir là où il était nécessaire de changer les choses. Il y a eu beaucoup de différents chantiers, si vous voulez, dans ce domaine. Il y a ce que vous mentionnez, qui est les règles internationales qu'on appelle, dans notre jargon bancaire, prudentielles. C'est-à-dire quel montant de capital doit détenir une banque pour faire telle ou telle activité. Telle ou telle activité de crédit, telle ou telle activité de marché. Tenir compte aussi de ce qu'on appelle le risque opérationnel. C'est des risques, par exemple, de fraude, c'est des risques de litige avec les clients, etc. Vous avez eu une première phase qui a consisté à, encore une fois, renforcer un peu BAL, mais sans un effort particulier. Et puis, effectivement, à partir de mi-2016, il y avait en gestation ce qu'on appelle BAL 4. BAL 4... Alors, ce que nous appelons BAL 4, ce que d'autres appellent BAL 3, quelque chose, peu importe, mais qui était la volonté d'affiner définitivement ces règles. Alors, pourquoi nous avons effectivement, nous, banques européennes,
résisté à BAL 4 tel que c'était envisagé, c'est que BAL 4 était très inspiré par en fait, les Américains. Et les règles qui étaient envisagées étaient des règles, pour vous donner un exemple, on l'a concrètement mentionné, changer brutalement les règles de capital, par exemple pour financer un avion. Vous prenez un avion, un Airbus, imaginez que la Société Générale finance un avion auprès d'une compagnie aérienne. C'est un prêt qui, en l'occurrence, va être garanti par l'avion. C'est-à-dire que si jamais la compagnie aérienne ne rembourse pas, eh bien, on peut saisir l'avion et le revendre. Et BAL 4, tel que c'était conçu, aurait conduit à une augmentation de près de 9 fois le capital nécessaire pour faire le prêt. Et avec, par exemple, un paradoxe, c'est qu'un prêt de ce type, qui est un prêt assez sûr, parce que le marché des avions, je ne suis pas sûr que vous soyez familiarisé avec le marché des avions, c'est un marché assez liquide. On arrive assez facilement à vendre des avions parce que le trafic aérien se développe, comme vous le savez, et il y a une demande d'avions. Et on arrivait au paradoxe, par exemple, qu'un prêt sûr de ce type exige plus de capital qu'un prêt à la compagnie aérienne non garanti. Donc, vous voyez des choses qui étaient un peu incohérentes. Mais plus fondamentalement, si vous prenez par exemple le prêt immobilier, vous savez, vous êtes probablement familier avec ce type de prêt, il faut savoir qu'en Europe et aux États-Unis, vous avez des conditions très très différentes du financement du prêt immobilier. Aux États-Unis, vous avez deux espèces d'aspirateurs qui s'appellent Fannie Mae et Freddie Mac, qui sont des agences gouvernementales qui pompent régulièrement du bilan des banques américaines les prêts immobiliers, avec la garantie, en fait, du gouvernement américain. En Europe, vous avez un mode de financement très différent de l'économie, et nous gardons dans nos bilans les prêts immobiliers qui sont faits à nos clients. Il n'y a pas d'aspirateur qui pompe comme ça les prêts immobiliers. Donc vous voyez bien qu'une même règle appliquée en matière de combien de capital dois-je avoir derrière un prêt immobilier a potentiellement des impacts très différents entre des systèmes où les prêts immobiliers sortent des bilans et où ils restent dans les bilans. Et là, typiquement, les Américains, encore une fois, proposaient des règles qui ont été jugées inadaptées, inacceptables pour les Allemands, pour les Hollandais, pour les Français. Donc effectivement, nous l'avons dit et nous avons été dire à la Commission européenne, au gouvernement français, allemand, ben voilà les enjeux. Et derrière ces enjeux de financement de l'Europe, financement de l'économie européenne, vous comprenez bien qu'il y a l'enjeu de croissance, de réduction du chômage et bien sûr, à la fin des fins, de stabilité du projet politique européen. Et c'est la première fois, je pense, depuis 7-8 ans, que nous avons des gouvernements, justement, qui ont effectivement se sont engagés pour dire attention à ne pas aller trop loin en matière de réglementation, parce qu'on va menacer le financement de l'économie européenne. Ça, c'est pour BAL. Par ailleurs, vous avez eu toutes sortes d'autres chantiers réglementaires qui ont profondément changé le monde de la banque, la manière de faire de la banque. Ça concernait d'abord tout ce qui est marché de capitaux. Et si vous voulez, vous vous souvenez probablement qu'une des critiques qui avait été portait sur justement les produits dérivés qu'on appelle de gré à gré. C'est-à-dire des contrats bilatéraux sans qu'on sache très bien, au fond, combien il y a de contrats bilatéraux signés entre banques ou entre une banque et ses clients. Donc il y a eu aussi des efforts importants pour dire que ces produits dérivés doivent basculer sur des plateformes de compensation. Donc des endroits où on va avoir finalement un recensement assez complet de ces produits dérivés et avec une capacité donc à bien comprendre finalement le risque attaché à ces produits dérivés. Ça, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en œuvre et qui est plus avancé aux États-Unis, mais qui vient aussi en Europe. Et puis, on a eu aussi d'autres réformes qui ont concerné, par exemple, la vente des produits aux investisseurs particuliers. Il n'y a pas eu tellement de scandales en France de ce point de vue, mais vous avez eu des scandales ailleurs, en Grande-Bretagne. Et puis, enfin, par exemple, sur les fameuses titrisations. Vous savez, là, pareil, je ne sais pas jusqu'à quel point vous êtes familier avec ce qu'on appelle la titrisation. La titrisation, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. La titrisation, c'est un mécanisme de refinancement d'actifs. Vous prenez des prêts, typiquement
des prêts qui sont faits à des particuliers pour acheter des voitures. Au lieu de les garder dans les bilans, vous pouvez mettre ensemble ces prêts et les refinancer par des instruments obligataires. La crise a montré qu'il y avait des titrisations qui étaient risquées. Non pas parce que c'était le produit de titrisation lui-même qui était risqué, mais parce que les actifs sous-jacents, les prêts qui avaient servi comme support à la titrisation, c'était des prêts subprime, donc des mauvais prêts. Évidemment, vous n'arrivez pas à transformer en produits solides des choses qui sont fragiles. Si les gens ne remboursent pas les prêts subprime, vous avez peu de chances que, in fine, votre titrisation soit remboursée. Et donc là aussi, il y a des règles qui sont toujours d'ailleurs en train d'être discutées pour renforcer les mécanismes de titrisation. Bref, il y a eu toutes sortes de règles. Je pourrais vous parler aussi de tout ce qui concerne les règles de rémunération, par exemple, des opérateurs de marché. Un arsenal réglementaire qui s'est déployé. Je pense qu'on est à peu près à la fin de ce déploiement, ou en tout cas de la prise de décision. Donc Bâle, il y a une incertitude pour savoir si oui ou non il y aura un accord in fine. Vous avez encore un paquet de réglementation européenne qui doit être décidé en 2017-2018. Mais globalement, on arrive à peu près au bout des décisions. Il restera encore au système financier à digérer toutes ces réglementations. Vous avez par exemple encore des réglementations qui concernent plutôt la banque privée, la vente de produits qui s'appellent MIFID, qui vont se mettre en place en 2018, qui vont encore transformer les métiers. Et donc il y aura encore une phase de digestion, mais je pense que l'essentiel de l'agenda réglementaire est fait. Et quand on regarde à quel point les banques se sont transformées, les montants de capital désormais que l'on gère, je crois vraiment qu'on peut dire que le travail est fait près de 10 ans après le démarrage de la crise. Parce que la crise démarre, je vous le rappelle, à l'été 2007, et on n'est pas très loin de l'été 2017. Et alors, c'est vrai que vous nous avez parlé un peu des subprimes, du concept de titrisation. Alors moi, je suis tombé sur un article des Échos qui date du 2 janvier 2017 et qui reprend les propos en fait, d'équipes de la Société Générale et notamment d'un de vos analystes, Albert Edwards. Et ces propos, donc, qui sont basés donc, sur une formule que je vais citer et sur un graphique, sont assez inquiétants mettent en avant encore une forme de déconnexion des marchés. Donc la formule, c'est la suivante, je cite, « Les marchés ont mis 3 jours pour digérer le Brexit, 3 heures pour digérer l'élection de Trump et 3 minutes pour digérer le non au référendum italien. » Alors qu'est-ce que vous pensez de ceux qui décrivent comme une nouvelle forme de déconnexion des marchés par rapport au monde réel? Est-ce que vous pensez que malgré toutes ces régularisations avec Bâle, etc., est-ce qu'on ne risque pas un jour de se retrouver de nouveau dans une crise, pourquoi pas encore plus grosse? Alors d'abord, il faut savoir que chez nous, Albert Edwards, c'est quelqu'un d'assez connu sur les marchés, mais alors qui est très pessimiste. Si vous voulez vous déprimer un bon coup, vous lisez un de ses écrits et il vous faut probablement quelques quantités de Prozac pour vous en remettre. Donc il décrit la fin du monde. Juste, il faut le savoir. Peut-être qu'il a raison d'ailleurs, je ne sais pas, mais sachez-le, il a un petit biais. Mais bon, plus sérieusement, c'est quoi les marchés au fond? Les marchés, c'est la rencontre d'une demande de financement de toutes sortes. Ça peut être des actions, de capital, de dette, et une offre d'épargne, une offre de liquidité qui vient d'investisseurs. Nous sommes dans un monde qui, effectivement, est assez exceptionnel ou extraordinaire dans ses conditions de marché. Pourquoi? Parce qu'à la suite de la crise, les banques centrales mondiales ont injecté énormément de liquidités. Vous le savez, pour essayer de faire en sorte que le moteur reparte, pour aider dans tel ou tel pays les banques à arriver à continuer à financer l'économie, pour lutter contre la déflation, le risque de déflation, ce mécanisme qui fait, si vous voulez, que si les agents économiques anticipent des baisses permanentes de prix à venir, ils diffèrent tout acte d'acquisition, de consommation ou d'investissement, puisqu'ils se disent, dans 6 mois, ce sera moins cher.
Et donc, vous avez eu d'abord la Fed qui, dans la foulée de la crise, a considérablement augmenté son bilan en achetant des titres, c'est-à-dire une façon d'injecter de la liquidité, de facto, bien sûr en baissant ses taux. La Banque du Japon a pris le relais, continue à le faire pour essayer de dynamiser une économie japonaise qui a un petit peu de mal à repartir. Et la BCE a commencé à le faire à partir de 2012, mais a accéléré les choses depuis, on va dire, début 2015, avec, vous le savez, et en accentuant progressivement l'agressivité de cette politique monétaire, en achetant des titres à un moment au rythme de 80 milliards d'euros par mois. Elle vient de baisser le rythme depuis début avril à 60 milliards d'euros par mois. Et aussi en mettant, chose quasiment jamais vue, les taux d'intérêt et les taux de dépôt de notre argent. Nous, banque, Société Générale, on a un compte courant à la BCE. Notre banque, c'est la BCE, c'est la Banque Centrale Européenne. Quand on dépose notre argent, on paye. On paye 0,4%. Ce qui était une façon d'inciter les banques à prêter au maximum dans une période compliquée. Et donc vous avez des bilans de banques centrales qui sont à des niveaux considérables. Je crois que la BCE, il y avait des articles de presse ce matin, le bilan doit se situer à peu près à 4 trillions d'euros, 4 000 milliards d'euros. La Fed est à peu près au même niveau et commence simplement, peut-être, à se dire qu'ils vont commencer à baisser le bilan. Qu'est-ce que ça veut dire tout cet argent disponible ? Qu'est-ce que ça veut dire tout cet argent disponible ? Fatalement, des risques de bulles, ce que je veux dire des risques de prix élevés. Parce que quand vous avez beaucoup d'argent disponible qui vient s'investir finalement sur pas tellement d'actifs, il n'y a pas un tel niveau d'investissement, il n'y a pas une telle demande de crédit dans le monde. Il n'y a pas une telle demande de capital. Ça veut dire tout simplement qu'il y a un effet d'augmentation des prix. Et vous avez, vous le savez par exemple, sur les dettes souveraines, des taux de rendement extraordinairement bas. Puisque vous avez même des taux négatifs. L'Allemagne a des taux négatifs sur sa dette souveraine, c'est-à-dire que les gens payent pour prêter de l'argent à l'Allemagne. Pas complètement intuitif. Enfin, à un moment sur la France, c'était pareil, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais vous avez donc une situation tout à fait exceptionnelle et qui, d'une certaine manière, ne devrait pas durer. Il y a un moment où ça va s'arrêter. Il faut qu'on arrive à normaliser ces politiques monétaires. Le problème, c'est que ça va prendre beaucoup de temps. La Fed, elle a dû commencer à annoncer qu'elle allait commencer à le faire il y a à peu près 3 ans, avant de commencer vraiment à faire quelque chose. C'est-à-dire que quand vous avez injecté autant d'argent dans les marchés, pour éviter précisément des corrections violentes de prix, des ajustements violents de prix, de la part des gens qui ont prêté et qui se disent « Oh là là, mon Dieu, j'avais accepté de payer un certain prix, mais peut-être que ce prix n'est pas bon, je vais vendre », et donc des corrections importantes sur les prix, ils essaient de le faire très progressivement. Alors ça veut dire, si vous voulez, alors, jusqu'à quel point c'est décorrélé avec l'économie réelle ? Moi, je suis toujours un peu prudent sur ces thèmes de décorrélation. Parce que concrètement, en même temps, tous les jours, nos clients bénéficient de ces politiques de taux bas. Aujourd'hui, vous pouvez emprunter sur le marché immobilier en France à des taux extraordinairement bas grâce à cette politique monétaire. Les entreprises peuvent emprunter de l'argent auprès des banques ou émettre des obligations sur le marché à des taux exceptionnellement bas. Donc elles bénéficient de ces politiques monétaires de manière très directe. En revanche, c'est vrai qu'on est dans un monde qui est risqué. Pourquoi ? Parce que vous avez souligné quelques épisodes, je ne parlerai pas des élections françaises, mais on a quelques épisodes qui peuvent assez brutalement changer les perspectives. Et comme il y a beaucoup d'argent, et si vous voulez, les mouvements de houle peuvent être un peu violents. Et qui dit mouvement de houle peut vouloir dire correction de prix assez violente. Voilà en quelques mots des éléments de réponse. Alors pour revenir quelque peu sur ces épisodes, on aimerait s'intéresser donc à la question du Brexit. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous percevez cela comme une menace pour l'économie européenne ou même pour l'économie mondiale, ou bien peut-être comme une forme d'opportunité, notamment pour Paris ? Non, d'abord, je pense que si vous voulez, on ne peut que regretter
ce vote britannique. Moi, je suis un Européen convaincu et d'une manière générale, c'est une mauvaise nouvelle. Pourquoi c'est une mauvaise nouvelle? D'abord, c'est pas bon pour les économies. C'est en particulier pas bon d'abord pour l'économie britannique, mais c'est pas non plus très bon pour la zone euro parce que ça va de toute façon entraîner de l'incertitude, ça va entraîner de la complexité. Et au fond, c'est ce type d'incertitude et de complexité dont on se passerait bien. Il y en a déjà pas mal dans le monde. Deuxièmement, si vous voulez, c'est énormément d'énergie politique, de temps des hommes politiques qui va être consacré à négocier le bout de gras entre Européens et la Grande-Bretagne, alors on pourrait se dire toute cette énergie, tout ce temps passé pourrait être consacré à autre chose, c'est-à-dire par exemple approfondir la construction de l'Europe. Donc c'est extrêmement dommage. En plus, ça a lieu à un moment compliqué dans le monde, un moment où c'est vrai que le monde se fragmente un peu. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. On a quand même un certain nombre de tensions, et cette fragmentation qui se présente n'est pas une bonne nouvelle. Donc moi, je ne vois pas ça comme une opportunité. Alors ensuite, c'est quoi les conséquences, on va dire, un peu plus concrètes pour la France ou pour une banque comme la Société Générale? Évidemment, le secteur financier est un secteur particulièrement potentiellement touché par le Brexit. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que la principale place financière d'Europe aujourd'hui, c'est Londres. Et donc, en quelque sorte, Londres va sortir du marché unique des services financiers. Là où vous aviez des règles de passeport, donc vous pouviez par exemple faire depuis Londres des transactions vis-à-vis de clients d'Europe continentale, normalement, ça va s'arrêter. Là où vous aviez un marché unique, donc avec des règles uniques, avec, y compris en cas de contestation de litige, une Cour de justice européenne qui était capable de trancher ce litige, on va faire face à deux mondes plus séparés. Et il est évident qu'il faut organiser cette séparation. Et l'organisation de cette séparation, elle est, si vous voulez, à la fois indispensable parce que pour nous, banques, on ne pourrait pas imaginer être en concurrence avec des acteurs basés à Londres qui seraient soumis à des règles différentes. On aurait un risque énorme de compétitivité. Imaginez que nos règles soient plus dures que les leurs. Ils seraient capables à ce moment-là de proposer des services, peut-être à des prix bien inférieurs, dans des conditions totalement différentes de fabrication de ces services. Ce serait évidemment inacceptable. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce qui va se passer. Et puis en même temps, l'enjeu... Alors, est-ce que c'est une opportunité pour la zone euro? Une nouvelle fois, je n'aime pas dire opportunité, mais en tout cas, l'enjeu, c'est alors même que la principale place financière sort potentiellement d'Europe, comment, du coup, on renforce la consolidation des marchés financiers en zone euro? Vous voyez que c'est d'autant plus indispensable que la Grande-Bretagne sort. Et on est encore à une construction, on va dire, la construction est en cours. Vous parliez de l'union bancaire. Qu'est-ce qui s'est passé juste dans la crise de 2011 sur l'Europe? Vous avez un moment, fin 2011, les gens disent c'est la fin de la zone euro, l'Italie va sortir, etc., etc. Il y a eu la volonté politique de faire des pas vers plus d'intégration de la zone euro. Et le pas politique qui a été choisi, c'est sur l'union bancaire. Ça a été un pas politique pas extrêmement coûteux vis-à-vis des populations. Parce que les banques, si j'ose dire, c'est quelque chose d'un peu éloigné. On reste encore en partie les méchants, on va dire. Au fond, l'organisation du corps de gendarmerie, le fait qu'il passe à Francfort dans une organisation européenne, le fait que les gendarmes qui vont contrôler la Société Générale, en l'occurrence, c'est un Espagnol qui dirige l'équipe avec un adjoint allemand, bon, ça ne vous empêchera pas de dormir, on va dire que ça ne va pas mettre la France dehors. Donc ça a été un choix d'un sujet très structurant en fait, très structurant en matière de souveraineté des États, mais pas très sensible politiquement. Mais on n'a pas achevé cette construction. Et par exemple, sur les marchés de capitaux, on est dans un monde de réglementation qui veut qu'il y ait en Europe moins d'implication des banques dans le financement en pourcentage
et plus de marché. Et d'ailleurs, en France, on a pas mal avancé dans ce domaine, puisque par exemple, quand vous prenez les entreprises, aujourd'hui, 40% des financements pour les entreprises sont apportés par les marchés et 60% par les banques. Mais on n'a pas été jusqu'au bout de la construction de ce marché de la zone euro, un marché plus intégré, un marché plus fluide, où l'épargne des Allemands peut plus facilement aller financer une PME italienne, etc., etc. Et vous voyez, donc, il faut absolument construire cette zone euro, des services financiers, en particulier parce qu'il y a le Brexit. C'est encore plus indispensable. Voilà, mais le travail reste devant. Donc, ça peut être une opportunité in fine si c'est un aiguillon supplémentaire à agir pour consolider la zone euro. Au total, quand même, je le répète, c'est dommage que la Grande-Bretagne, évidemment, sorte de l'Europe. Merci. Alors, du coup, on va passer à la deuxième partie sur les enjeux de la banque de demain. La banque de demain, elle est intimement liée aux nouvelles technologies. On parle de plus en plus des fintech. Alors nous, en école de commerce, ça tombe bien, on aime bien ça. On a tous Lydia, par exemple, qu'on utilise tous les jours. Donc ça, c'est une forme de concurrence qui va s'intensifier pour vous. De la même manière est apparue la mobilité bancaire avec la loi Macron. Comment est-ce que les banques, en général, la Société Générale notamment, vous êtes préparés face à cette nouvelle forme de concurrence ? Bon, alors pour vous réveiller, je vais d'abord essayer de faire un petit sondage là. Est-ce que, d'abord, ceux qui sont clients de la Société Générale peuvent-ils lever le doigt ? C'est pas mal. Bravo aux équipes. Bravo aux équipes. Banque Rhône-Alpes. C'est pas mal aussi, hein, ça fait partie du groupe Société Générale. Boursorama. C'est pas mal aussi, ça, c'est pas mal. Bon, donc ça, c'est le groupe Société Générale. Alors maintenant, je vais poser une autre dernière question. Quels sont celles d'entre vous qui utilisent exclusivement une banque en ligne, qu'elle soit du groupe Société Générale ou pas ? C'est une bonne réponse. Non, ce n'est qu'un début de réponse. Ce n'est qu'un début de réponse, mais c'est juste l'état de départ, le point de départ, si vous voulez. Hein. Le point de départ, c'est quand même que, et heureusement pour nous les banques, nous avons beaucoup de clients, nous continuons à conquérir beaucoup de clients, à la Société Générale en particulier. Et ça, c'est quelque chose de positif, de rassurant, avec un lien de confiance qui reste fort. Vous savez, il n'y a rien. Moi, je suis toujours frappé. Beaucoup de clients viennent me voir en disant ça fait 40 ans, 50 ans que j'étais à la Société Générale. Pour l'anecdote le plus incroyable, j'étais à une réunion d'actionnaires à Cannes. Et il y a quelqu'un qui, après ma présentation, qui vient me voir en me disant il y a une dame de 100 ans, plus de 100 ans, qui est là au cocktail à 20h. Qu'est-ce qu'elle fait à 20h ? Certes, il y a le cocktail, mais quand même, à son âge. Et alors, je vais serrer la main de la dame, et elle me dit, ben voilà, monsieur, ça fait... Mon mari est décédé il y a quelque temps, mais nous sommes restés 85 ans clients de la Société Générale. Je dis, merci, madame, pour votre confiance. Voilà, donc, si vous voulez, quand même des liens assez forts. Hein. Donc, c'est des liens un peu particuliers que vous n'avez pas forcément avec vos marques de, je sais pas, t-shirt, chocolat, ou peu importe. Alors, ensuite... Et je vais essayer, je voudrais prendre le temps un peu, si vous voulez, de vous expliquer comment je raisonne. Bon. Et je vais un tout petit peu caricaturer. Je vous décrivais un modèle avec différents types de clients. Il y a ce que j'appelle le B2C. C'est vous, c'est vos parents, c'est donc des clients particuliers. Dans le B2C, les nouvelles technologies font que vous êtes progressivement en train de changer vos comportements. Alors, vous avez fait le bon choix d'aller à la Société Générale, je le précise bien. Mais, même si vous êtes à la Société Générale, vous allez quand même probablement aller assez peu fréquemment en agence. Vous allez probablement utiliser très fréquemment l'appli Société Générale, qui est probablement la meilleure du marché. Je veux dire, vous allez utiliser de plus en plus des contacts Internet, mobile. Donc, on voit concrètement les clients qui vont moins en agence. Et nous allons être capables d'offrir, en fait, beaucoup plus de services, beaucoup plus rapidement, en temps réel et probablement beaucoup moins cher qu'avant,
d'avoir ces nouvelles technologies. Et si vous voulez, donc, le modèle relationnel est en train quand même de profondément changer. Il change sous l'impact de ces nouvelles technologies, en particulier le mobile. Et ça, c'est vrai en France, dans les pays développés, mais c'est aussi vrai en Afrique. Nous avons une très grande présence en Afrique. Le mobile est naturellement un canal de paiement, d'utilisation de wallet électronique, si vous voulez, le support de l'utilisation de portefeuille électronique pour payer, déposer de l'argent, etc., alors que vous n'avez que 10% des Africains qui ont un compte en banque. Ces évolutions sont inévitables et nous, notre rôle, c'est de nous adapter. Et comment nous adapter? Évidemment, en injectant en permanence de la nouvelle technologie, en développant des nouveaux systèmes et services mobiles. Alors, il faut juste savoir, parce que parfois, l'image des médias, elle est caricaturale des banques. Nous sommes, nous les banques, une société de technologie. Le budget informatique de la Société Générale, c'est plus de 3,5 milliards d'euros par an. Nos usines, c'est nos systèmes d'information. Donc nous ne découvrons pas la technologie. Nous vivons dans la technologie. Simplement, comme vous, comme le monde entier, nous sommes face à des révolutions technologiques dans les modes de développement, dans les nouvelles puissances d'application, dans la gestion des données, qui nous ouvrent des nouveaux champs. Et c'est la priorité des priorités que d'investir ces nouveaux champs. Et pour le faire, bien sûr qu'on s'appuie sur nos informaticiens. Bien sûr qu'on développe nous-mêmes plein d'applications. Nous avons un nouveau campus, une nouvelle technopole dans l'est de Paris, 100 000 m², 130 000 m², sans aucun bureau, avec l'accès à toutes les technologies, qui est un immeuble profondément moderne, collaboratif. Mais il est évident que si on peut gagner du temps avec des startups, avec des entreprises qui vont nous apporter cette nouvelle technologie plus vite, pourquoi pas? Et là, on est dans un mode de coopération. Donc, je pourrais en parler plus en détail, mais on a 1000 startups qu'on a screenées, on a plein d'expériences, de ce qu'on appelle POC, des Proof of Concept, de développement expérimentaux en cours avec des startups. Le B2B, c'est avec les entreprises. La grande différence avec les entreprises, c'est que le modèle relationnel change moins. Avant que un patron de CAC 40 ou le patron j'étais à déjeuner avec 6 grands clients de la Société Générale à Grenoble, 6 grands entrepreneurs. Avant que ces gens-là ne traitent avec la Société Générale qu'à travers un téléphone pour une opération d'acquisition de M&A, de conseil stratégique, pour une opération de restructuration du capital, pour une opération de développement à l'étranger, il va se passer un peu de temps. En tout cas, je n'en ai vu aucun, concrètement, qui se passe du contact incarné avec d'abord le banquier de proximité de la Société Générale, qui va lui ouvrir ce service, tous ces services dans leur diversité et leur complexité, mais aussi avec le patron de la Société Générale dans l'engagement renforcé de la Société Générale dans la durée. Donc les nouvelles technologies vont certes permettre là aussi d'améliorer le service. Vous savez, on est en train de tester avec une grosse boîte de trading qui s'appelle Mercuria, un des grands traders dans le monde, et une autre banque européenne, comment utiliser ce qu'on appelle une technologie inspirée de blockchain. Ce n'est pas blockchain, c'est plutôt une technologie de distributed ledger, donc à partir d'entités estampillées dans la vérification de la transaction. On est en train de tester comment on peut faire une opération de trade finance, de financement d'import-export, d'une centaine de millions de dollars sur du pétrole. C'est typiquement un processus qui est resté à travers les temps extraordinairement manuel avec du papier, et avec les nécessités derrière le papier des contrats de vérifier précisément la nature des documents pour sécuriser juridiquement la transaction. C'est un processus relativement archaïque, et vous pouvez très bien imaginer des processus technologiques nouveaux qui permettent, via des technologies de certification décentralisées à chaque étape, et vues par l'ensemble des acteurs de la chaîne, un processus beaucoup plus fluide. Mais pour autant, la relation avec le patron de Mercuria va toujours exister quand il voudra me parler de ces opérations stratégiques. Voilà, donc vous voyez, il y a deux mondes. Ce qui est clair, c'est que la technologie, elle est partout dans l'entreprise. Elle était déjà partout. Elle était déjà partout.
mais elle l'est d'une manière aujourd'hui différente, dont vous le savez, une innovation beaucoup plus ouverte, avec de la collaboration avec des startups, avec des développements par capillarité, avec des nouveaux modes de travail. Vous savez, j'ai travaillé sur pas mal de grands projets informatiques dans ma carrière. C'est des projets qui menaient 3-4 ans, en général des désastres d'ailleurs. Hein. C'est très très compliqué de mener un projet informatique sur 4-5 ans et pas se tromper. Il y a pas mal de risques de faire des choix mauvais. On est aujourd'hui dans des méthodes beaucoup plus agiles, beaucoup plus courtes dans le temps, de proximité entre les métiers et la technologie. Et donc, si vous voulez, la dimension d'innovation, elle est omniprésente, dans le fonctionnement interne de l'entreprise aussi, parce qu'il y a plein de fonctions de contrôle qui sont en train d'utiliser de plus en plus la gestion des données pour augmenter encore leur efficacité, et bien sûr dans la relation clientèle. Mais avec une disruption du business model qui est un peu différente. Et je le répète, en partant tout de même d'un point de départ rassurant, la base de clientèle, elle est là, à nous d'innover suffisamment vite, que ce soit en matière de paiement, en matière de gestion de compte courant, en matière de distribution de services de toute nature, de crédit, etc., pour bien sûr vous garder dans 10-15 ans, sachant que vous appartenez évidemment à une génération plus agile en matière de numérique que la génération des 50-60. Donc on va passer à la troisième partie. Donc on va essayer de s'intéresser un peu. Voilà, on va se tourner vers la salle parce que on veut faire une partie courte sur moi. Voilà. Vous avez raison là. Go questions, mais il y a de la passion. On va garder la dernière partie là. On va sauter la partie personnelle et puis on va faire la. Alors, on terminera la partie personnelle à la fin. C'est vrai qu'on nous avait prévenu que vous parliez beaucoup, mais... Ouais. je parle beaucoup, mais vous voyez, parce que on est face à des enjeux qui sont extraordinairement lourds, transformants. Donc, j'essaie de faire de la pédagogie. Donc, maintenant, ce que je vous propose, je vais me tourner vers vous et je vais prendre plutôt 3 questions d'affilée et essayer d'y répondre. Allons-y. Et n'hésitez pas, you can ask your question in English. There's no problem at all for those of you who would like to speak in English. Vous avez une question, vous? De manière extrêmement discrète. Juste, alors, qui se lance? Et si vous pouviez juste vous présenter, ça m'intéresse de savoir un peu qui vous êtes. Bonjour. C'est amusant que vous soyez là, je viens de faire mon stage chez vous. Et pardon, tu vas faire un stage ou tu as fait un stage? Je vais faire mon stage chez vous. Dans quelle partie? En achat responsable. D'accord, très bien. Et justement, vous parlez de la banque de demain et vous n'avez pas du tout parlé de responsabilité, d'environnement, tout ça. Et j'aimerais bien que vous en parliez un peu si ça vous intéresse. Bien sûr. Bien sûr. Autre question. Oui, bonjour. Donc, je suis étudiant en dernière année. J'avais juste une question par rapport au Brexit et aux chambres de compensation. Vous avez beaucoup parlé de ça, mais comment ça va impacter votre business et surtout par rapport à vos besoins en capitaux, vu que vous ne pourrez plus faire bénéficier par exemple, de pouvoir faire le clearing de plusieurs de dérivés en euros, en dollars, et comment vous voyez finalement cette décision politique qui va peut-être amener les chambres de compensation en Europe? Très bien. Dernière question. Puis je reprendrai d'autres questions, bien sûr. Oui. Bonjour, moi, ma question concernait les dépôts à vue. Vous l'avez dit tout à l'heure, la Banque Centrale Européenne impose des commissions sur les dépôts des banques. Et on a vu qu'en Allemagne, la plupart des banques se sont alignées en proposant des commissions sur les grands comptes. Et est-ce que vous pensez qu'en France, la France va s'aligner sur le modèle allemand à ce niveau-là? Je prends les 2 dernières questions, je vais y répondre brièvement et puis je vais revenir sur ta question de responsabilité. Brexit, encore une fois, effectivement, ce qu'on peut se dire, c'est que la fragmentation à venir entre le Royaume-Uni et l'Europe continentale peut entraîner des coûts supplémentaires ou des demandes de capital comme aux États-Unis. C'est-à-dire aux États-Unis, on a maintenant les banques étrangères ont à gérer leur capital et les liquidités comme si elles étaient des banques indépendantes aux États-Unis. On peut avoir ce type de mécanisme au Royaume-Uni et c'est vrai que ça peut entraîner des surcoûts. C'est encore un peu tôt pour juger l'ampleur de ces surcoûts. Les dépôts à vue, alors voilà, les dépôts à vue, d'abord, il y a les particuliers. Je ne sais pas si vous encore vous êtes financièrement éduqués, donc
Je pense que si on vous expliquait que vous avez à payer 0,4 parce qu'on paye 0,4, vous pourriez le comprendre. Pas de réaction, c'est bien. Je teste. Non. Mais plus sérieusement, beaucoup de clients auraient du mal à comprendre de payer de l'argent pour déposer leur argent. C'est pas intuitif. Sur les entreprises, le marché français n'a pas encore basculé dans la tarification des dépôts. Bon, on va voir combien de temps dure le moins 0,4. Ce qui est clair, le vrai sujet, par contre, c'est éviter de se faire arbitrer par d'autres pays. Parce que, comme vous le dites très bien, dans certains autres pays, ils le font. Et bien entendu, si on récolte tous les dépôts européens qu'on a replacés à la BCE, ça va nous coûter cher. Donc, la logique, c'est d'éviter l'arbitrage. Alors, sur la responsabilité, je vais vous révéler un petit secret. Je suis en train, vous savez, de travailler sur un nouveau plan stratégique avec mes équipes pour la période 2018-2020. Ce que j'ai dit à mes équipes est la chose suivante. C'est, après cette phase de remédiation, c'est-à-dire on digère les nouvelles réglementations, on traite les problèmes qui restent du passé, cette phase va se terminer fin 2017, on va entrer dans une phase de différenciation. C'est comment on fait la différence. Et il y a à mon avis, il y a trois dimensions dans lesquelles on va travailler pour faire la différence. Il y a une dimension d'ordre, on va dire, stratégique. Où est-ce que je fais notre métier, dans quelle géographie et dans quelle perspective, on va dire, stratégique. Beaucoup est lié à l'évolution de la zone euro, mais par exemple, typiquement, sur l'Afrique, je considère qu'on a une différenciation très forte sur l'Afrique parce qu'à 30 ans, quand on pense à une Europe vieillissante et encore riche, l'enjeu du développement durable de l'Afrique est absolument crucial, simplement par rapport à la pression démographique. Quand on pense aux impacts politiques qu'ont eu ne serait-ce que les petits mouvements démographiques qu'on en a vus là, par rapport à ce qui se passera dans 30 ans avec un continent qui peut avoir 2 milliards d'habitants, ça n'est rien en fait. Et donc ça va devenir, et c'est déjà un enjeu pour l'Europe, de plus en plus crucial que d'assurer le développement. Et je vois personnellement une capacité de la Société Générale à contribuer à ce développement puisqu'on est très présent en Afrique. Deuxième enjeu, c'est la satisfaction client. C'est toujours avoir cette obsession de la satisfaction client. Considérer que nous sommes une société de services et toujours faire mieux, ce qui veut dire être en avance sur l'innovation. Et troisièmement, c'est la responsabilité. C'est dire comment est-ce qu'on fait notre métier. Comment est-ce qu'on fait notre métier, d'une part, pour financer l'économie, et les banques, nous sommes, si vous voulez, la beauté de notre métier, c'est que justement, on a une très grande importance vis-à-vis des clients et vis-à-vis des économies. Le financement de l'économie, c'est clé. Quand je me déplace en Côte d'Ivoire, au Sénégal, je suis reçu par les présidents de la République de ces deux pays, parce que la banque Société Générale, première banque en Côte d'Ivoire, deuxième banque au Sénégal. Le rôle que l'on joue dans ces économies est crucial. La présence d'une banque comme la Société Générale dans ces pays, c'est un gage de crédibilité aussi pour ces pays. Donc comment on fait notre métier? Et nous faisons un métier formidable. L'esprit d'équipe, c'est aussi avec les clients, c'est dans l'accompagnement des projets. Mais c'est aussi au-delà d'un point de vue justement de notre rôle social. Parce que comme toute entreprise multinationale, il y a au fond une implication au-delà de notre métier dans la société. Et je dirais qu'elle est encore plus forte probablement en tant que banque. Et c'est là où nous avons une politique extrêmement développée. Évidemment, d'abord vis-à-vis de nos salariés, je dirais qu'en tant que dirigeant, je trouve qu'une des premières des responsabilités, c'est d'arriver notamment à conduire les mutations technologiques que l'on a d'une manière socialement responsable. Je mentionnais les comportements qui changent. Le premier enjeu que j'ai, c'est faire en sorte que, oui, il y a des ajustements d'emploi parce qu'il y aura moins d'agences. Nous avons affronté cette question lucidement avec les syndicats. On a un dialogue social d'une extraordinaire qualité à la Société Générale. J'y participe extrêmement activement et je dis les choses, je fais ce que je dis et je dis ce que je vais faire. Mais l'enjeu, justement, de la transformation sociale et de la formation aussi, et de la reconversion d'un certain nombre de salariés est critique. C'est aussi dans le domaine de l'environnement. Nous avons pris, fin 2016, des décisions qui nous alignent totalement
en matière d'aliments avec l'objectif de la COP 21. Ce qui veut dire très concrètement la fin, par exemple, du financement de projets carbone, la décarbonisation de nos portefeuilles, c'est-à-dire que nous avons en tête une programmation planifiée du pourcentage de crédits qui ont été faits dans le passé, qui sont importants encore pour les pays concernés, parce que les transitions énergétiques ne vont pas se faire du jour au lendemain. Et par exemple aussi le doublement de notre engagement en matière d'énergie renouvelable. Il faut savoir que la Société Générale est un des grands acteurs mondiaux du financement de l'éolien, du solaire. On a financé la plus grande ferme solaire d'Europe dans le sud-ouest de la France. Nous finançons aussi, nous sommes un des très grands acteurs du financement du gaz. En matière de gaz liquide, nous finançons à peu près, nous conseillons et finançons 50% des projets mondiaux. Donc nous sommes extraordinairement engagés dans la transition énergétique. C'est aussi, au-delà, en matière on va dire, d'engagement solidaire, une fondation qui n'a cessé d'augmenter ses moyens dans la crise et qui investit dans l'insertion professionnelle et sociale des personnes en difficulté en France et aussi à l'étranger. Avec toujours en veillant que ce ne soit pas seulement de l'argent. Donner de l'argent, c'est relativement simple. Mais en faisant en sorte que chacun des projets soit accompagné par nos salariés. C'est aussi, et tu le mentionnais, l'achat responsable, puisque nous achetons 60% des achats de la Société Générale en France se fait avec des PME. Il faut savoir que nous contribuons beaucoup à faire vivre un tissu de PME, et c'est bien sûr aussi en développant des relations avec des entreprises d'insertion, des achats solidaires. Bref, c'est aussi le handicap, bien sûr. Nous sommes partenaires de la Fédération française handisport. Nous avons une politique active dans ce domaine. Vous voyez, des choses qui dépassent la frontière stricte du financement de l'économie, du collecte de l'épargne. Et je considère que nous avons là aussi à faire la différence d'une manière extrêmement cohérente avec nos axes stratégiques. L'Afrique, la microfinance, le microcrédit est aussi, de ce point de vue, un axe qui peut être très cohérent avec notre développement en Afrique. Autre série de questions. Je prends 3 questions supplémentaires. Bonjour Monsieur Oudéa. Oui. Mohamed Imer, étudiant en première année de master à Grenoble École de Management, anciennement en licence d'économie à l'Université Paris 1. Je vais rien vous apprendre sur le fait que la banque a tendance à aller vers l'innovation, à aller vers le numérique, à se concentrer sur les nouvelles technologies et à chercher de nouvelles solutions pour se développer aujourd'hui et à l'avenir dans un contexte de plus en plus concurrentiel et de plus en plus concentré. On voit que vous, en ce qui concerne justement ces technologies-là, les banques sont de plus en plus à même de recruter des ingénieurs, des étudiants d'écoles d'informatique pour justement pouvoir répondre à ces problématiques-là. Quel est l'avenir alors des étudiants de grandes écoles de commerce dans la banque de demain? Celle-là est assez facile. Autre question? Non. Oui, j'ai eu le micro, bonjour. Ça tombe bien parce que je suis alternant chez vous. Alors, tu es alternant dans quelle partie? GBIS, contrôle de gestion DEFIN. DEFIN, GBI, FPA. D'accord. J'avais une petite question sur... mais vous avez donné déjà quelques éléments de réponse sur l'Afrique. Et je vois qu'il y a tout de la SOG en bas. Pourquoi aussi peu d'investissement de la Société Générale en Afrique? J'ai l'impression que... Je ne sais pas s'il y a une timidité de la Société Générale, mais il y a Bolloré, il y a Martin Bouygues qui commencent vraiment beaucoup à investir en Afrique, avec des lignes ferroviaires, des ports, etc. Pourquoi aussi peu pour la Société Générale? Ok. Dernière question. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Ruben. Je suis pharmacien et je fais mon 3e cycle à l'école de management de Grenoble. Voilà, j'aimerais travailler dans le capital investissement dans le domaine de la santé et des biotechnologies. J'ai une question qui est un peu politique.
C'était simplement le fait que je constatais que dans la population générale, alors peut-être pas ici, dans une assemblée d'étudiants de grande école de commerce, qu'il y avait de plus en plus une méfiance vis-à-vis des banques et du monde de la finance en général. Et on le voit lors du dernier débat présidentiel, il y a de nombreux candidats, je crois 7 sur les 11, qui ont attaqué les banques et la finance. Alors, je voulais savoir si vous compreniez cette méfiance et si oui, vous en prenez une part de responsabilité. Alors, très rapidement, il y a heureusement, il faut quand même les vendre, les services. Je veux dire, il faut les fabriquer, il faut avoir des systèmes d'information, des applications, mais il faut quand même être en relation avec le client. Donc, il y a un très bel avenir. D'abord, je pense que vous avez une capacité à comprendre quand même la technologie, même si vous n'êtes pas ingénieur. Ce ne sont pas forcément d'ailleurs des technologies en elles-mêmes extraordinairement sophistiquées. Le monde du digital, justement, l'intérêt, c'est que les technologies sont partageables, accessibles, et pas forcément d'une telle sophistication. Même la gestion des données, on utilise parfois des mots sophistiqués, mais enfin, bon... moi, j'ai fait des maths il y a 30 ans, et grosso modo, pour moi, c'est des corrélations. C'est quand même pas de la rocket science. Ensuite, on peut sophistiquer. Mais... Donc, n'ayez aucune crainte sur le fait qu'une banque qui est avant tout un métier relationnel, un métier qui va au-delà de la technologie, puisque quand même, derrière, il y a des contrats, il y a de l'engagement de bilan, etc. Il y a un très bel avenir pour les commerciaux, vous inquiétez pas, ou les responsables les étudiants d'école de management. Il faut un monde diversifié. Une entreprise qui serait faite que de gens identiques, à mon avis, elle disparaît assez vite. Alors, je ne sais pas pourquoi tu as une vision qu'on fait très peu en Afrique. D'abord, je ne voudrais pas commenter sur ce que font ou annoncent les autres. C'est plus ou moins la réalité est plus ou moins variable. Nous sommes une des 3... Il y a 3 grandes banques internationales en Afrique. 3. Standard Chartered, Barclays, Société Générale. Barclays est en train de se retirer. Et il y en a 2 qui se développent, c'est Société Générale et Standard Chartered. Pas plus. Deuxièmement, en Afrique, il n'y a aucune possibilité raisonnable de faire des acquisitions, enfin des grosses acquisitions. Ce n'est pas un monde d'acquisition. Les banques africaines sont plutôt des petites banques. Et donc la croissance, elle est organique. Nous sommes présents en Afrique, au Maroc, depuis plus de 100 ans. Nous sommes au Cameroun et en Côte d'Ivoire depuis plus de 50 ans. Et on croît à un rythme organique à peu près de 5, 6, 7% par an. Derrière, l'Afrique reste aussi un pays, des pays à risque. Ce que je veux dire, c'est que notre rôle, c'est aussi, quand on parle croissance, bien sûr, de gérer le risque. On a subi une crise en Côte d'Ivoire il y a 7-8 ans, où dans le cadre des problèmes que vous connaissez en Côte d'Ivoire, il y avait une tentation de nationaliser notre banque. Donc on a perdu le contrôle 1 mois. Alors, il se trouve qu'ils voulaient prendre le contrôle de la banque et des systèmes d'information. Manque de bol, les systèmes d'information de Côte d'Ivoire sont gérés au Sénégal. Donc ils n'ont pas pu prendre le contrôle sur la banque et les systèmes d'information. Et à vrai dire, ils n'ont même pas touché au coffre-fort. Donc il y a eu très peu de dégâts. Mais quelque part, il faut qu'on soit soucieux d'une certaine instabilité. Et on ne peut pas... la banque, c'est pas de mettre un ticket de 500 millions comme ça sur un projet. C'est pas du tout ça. Ça s'appelle la loterie. La banque, elle a une règle de discipline de gestion des risques, de concentration de ces risques, pour faire en sorte, bien entendu, au maximum d'anticiper les risques et d'éviter d'être pas remboursée sur son crédit, et faire en sorte que si jamais, pour plein de raisons, elle n'est pas remboursée, c'est pas trop grave pour elle. Et donc, on a un développement, à mon sens, en tout cas aujourd'hui, de très grande qualité en Afrique, avec des choses formidables en termes d'innovation. J'étais en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en début d'année. On a un laboratoire, un lab, dans un incubateur au Sénégal, avec des développements faits avec des startups, qui est absolument remarquable, qui n'a rien à envier à ce qu'on fait en France. Donc on va prolonger ce développement, de l'organique essentiellement. Et je répète, nous sommes une des 2 grandes banques aujourd'hui internationales à miser sur l'Afrique. Toutes les autres banques françaises se sont retirées ou sont plutôt en train de se retirer. Il faut savoir que la Société Générale est assez unique dans son engagement en Afrique aussi, dans le panorama français. Troisièmement, alors politiquement, cette question. D'abord,
les banques avec l'opinion publique, ça ne remonte pas à la crise financière. Depuis toujours, l'histoire des 500-600 dernières années, ça n'est que un problème compliqué avec les banques. Je ne veux pas entrer dans l'histoire trop profonde, mais c'est une relation parfois complexe avec cette profession, avec ses origines. On aime bien de temps en temps couper la tête d'un banquier. C'est la relation qu'on a avec son créancier, c'est toujours un truc bizarre. C'est pas toujours psychologiquement très facile à gérer. Et puis, en France en particulier, à la fois les banques sont vues comme un symbole du capitalisme des marchés, avec globalement une assez faible compréhension, il faut quand même le dire, de l'économie des marchés, et ont été vues responsables de la crise financière. Donc nous sommes encore les méchants, les vilains. Et c'est vrai que moi, ce que je trouve dommage, mais c'est pas facile à faire, parce que notre métier est en fait infiniment plus complexe que tout ce qu'on peut imaginer de l'extérieur. Nous n'avons probablement pas pris le temps avant de suffisamment expliquer c'est quoi un prêt. Le nombre d'incompréhensions, c'est absolument gigantesque. Il faut juste, par exemple, comprendre sur le crédit, on ne peut pas se permettre de se tromper beaucoup sur un crédit. Quand vous avez des marges, ce que vous gagnez quand vous prêtez 100, qui sont de l'ordre de 0,2 ou 0,3%, vous voyez que si vous vous trompez une fois sur 100, vous êtes mort. Puisque quand vous prêtez 100, si vous prêtez une fois 100 et que vous perdez les 100, vous avez beau se faire 100 prêts qui vous rapportent 0,2, vous compensez entre perte et revenu, vous êtes mort. Le crédit est une chose sur laquelle on ne peut pas se permettre de se tromper très souvent. Il faut juste savoir quand même que chaque année, nous, on perd à peu près plus d'1 milliard d'euros sur les crédits qu'on a fait à l'économie. Donc vous voyez, l'engagement concret d'une banque comme la Société Générale, il est réel. 1 milliard d'euros qui disparaissent en perte de crédit, derrière des entrepreneurs, derrière des particuliers. Mais on ne peut pas se permettre de perdre 3-4 milliards, parce que là, on aurait un problème. Donc ça, c'est quelque chose de très compliqué à comprendre. Il est extrêmement compliqué aussi à comprendre que le crédit, il ne se fait pas comme ça. Nous ne créons pas de monnaie. Moi, je ne peux pas faire du crédit sans limite. J'ai des règles de capital, c'est-à-dire que derrière un crédit, j'ai l'espèce d'airbag, le montant d'airbag à avoir. Ce capital, il vient de nos résultats. Et puis surtout aussi, j'ai de la liquidité à avoir. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas du crédit comme ça, librement. J'ai besoin d'avoir la ressource, qui peut venir des dépôts, vos dépôts, ou des financements qu'on va aller chercher sur le marché pour faire le crédit. Le taux, le fait qu'on vous fasse des taux fixes à vous, ça peut vous paraître très anodin, ça va vous paraître très facile. Mais derrière, il faut savoir qu'il y a une gestion extraordinairement sophistiquée du risque de taux. Vous êtes, vous, protégé du risque de taux, c'est-à-dire que si jamais les taux d'intérêt augmentent, si vous avez fait un prêt immobilier à taux fixe, vous êtes protégé contre cette hausse de taux. Mais en fait, c'est la banque qui a pris le risque de taux à votre place et qui le gère à travers des politiques très sophistiquées de gestion de bilan et de couverture. Mais ça, c'est des choses qui sont en fait très difficiles à comprendre très concrètement. Et on a l'impression, voilà, aujourd'hui même si vous interrogiez à mon avis l'opinion publique française, si vous leur disiez est-ce que quand vous déposez votre argent ça coûte à la banque, je pense qu'il y a très peu de gens qui sauraient que ça coûte. Parce qu'à mon avis, il y a très 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 peu de gens qui savent que notre compte courant c'est moins 0,4 quand on a un excédent. Et ça, c'est vrai que c'était très très compliqué de l'expliquer en fait dans la crise. Moi j'ai vécu la crise, j'ai été nommé en 2008, j'ai vécu notamment la période premier semestre 2009 très compliquée, pleine crise, là, avec des vrais sujets de financement de l'économie française. Vous êtes inaudible, c'est très compliqué d'expliquer ça en pleine crise. Je pense quand même qu'on a beaucoup progressé. D'abord, la confiance des Français avec leurs banques et leurs banquiers est restée très bonne. Il n'y a pas de lien de défiance entre les conseillers sur le terrain et les clients. Et ça, c'est resté vrai tout au long de la crise. Deuxièmement, le financement de l'économie française se fait... il n'y a
pas de pays en zone euro où le financement de l'économie est plus dynamique qu'en France. La croissance des crédits, elle est à peu près de l'ordre de 3 à 4% par an, tant pour les entreprises que pour les particuliers. Nulle part en Europe, en zone euro, vous ne trouvez des taux de croissance aussi forts. Donc je pense que ça s'est quand même pas mal affaibli. Et ensuite, on est dans un débat politique, je n'entrerai pas dans ce débat politique, avec, vous le voyez, des postures, des positions qui font souvent de la banque un symbole autour de l'argent, du capitalisme, qui est particulièrement fort en France, mais qui n'est pas que en France. En 3 questions supplémentaires. Bonjour Monsieur Oudéa, je m'appelle... si je peux commencer. Si. Monsieur... Bonjour Monsieur Oudéa, je m'appelle Yanis, je suis étudiant en première année du programme Grande École et membre de l'association J'aime en débat. Je voulais savoir dans quelle mesure vous vouliez conserver un peu le rapport humain à la clientèle. Je ne sais pas si vous en convenez, mais par exemple la gestion de patrimoine, qui est sûrement un des points de votre activité où il y a plus besoin d'un rapport à la clientèle, tend elle-même à se désintermédier. Et je voulais savoir comment vous... en tout cas, il y a des offres qui permettent de désintermédier désormais la gestion de patrimoine. Et je voulais savoir comment vous vouliez gérer cette transition, ou en tout cas créer un équilibre entre une offre digitale et un rapport à la clientèle qui semble quand même assez primordial, en s'appuyant notamment sur cet exemple-là de la gestion de patrimoine. Bonjour Monsieur Oudéa. Isabelle Chabou, professeure au département gestion droit finance de l'école. D'abord, merci de nous faire l'honneur de votre présence. J'aurais une question sur les fintech. Vous avez parlé tout à l'heure, pourquoi pas se rapprocher de start-up si ça nous permet de gagner du temps. La BNP vient d'annoncer il y a 2 jours l'alliance avec le compte Nickel. Je voulais savoir si vous aviez des projets dans ce domaine imminents et qui ont déjà été amorcés et qui sont sur le point d'aboutir. Bonjour, Clément Interener, je suis aussi étudiant de J'aime en débat et en 2e année à Grenoble École de Management. Je voulais revenir rapidement sur justement cette défiance qu'ont les Français. On a l'impression en vous écoutant que finalement les Français ont confiance dans cette proximité avec les banquiers finalement pour tout ce qui est dépôt au courant. Est-ce que pour vous c'est une bonne solution dans ce cas de séparer les banques, l'activité de dépôt et les banques d'investissement? Merci. Alors, sur votre première question, gestion du patrimoine, je pense, si vous voulez, à 10 ans, que le cœur de la relation incarnée, donc avec un rapport avec un conseiller, tournera autour de l'épargne. Pourquoi je dis ça? C'est que, au fur et à mesure de l'évolution de vos propres comportements, et des générations qui n'auront connu que la tablette, le téléphone, au fond, quand il s'agit de gérer un compte courant, une carte de crédit, voire d'accès au crédit, qui aujourd'hui peut se faire en ligne, beaucoup de clients, à mon avis, n'auront pas forcément le sentiment d'avoir besoin d'aller rencontrer quelqu'un. Et le lien, encore une fois, avec une banque, à partir du moment où vos services sont, encore une fois, efficaces, les services de base, le paiement, le compte courant, bon, un petit dépôt, je ne sais pas, 500 € sur votre compte courant, ce n'est pas un enjeu de protection tel. Et deuxièmement, si vous empruntez, au fond, vous vous fichez un peu de savoir à qui vous empruntez. Ce qui vous importe beaucoup, c'est le prix. Vous avez l'argent, peu importe à qui... Vous êtes dans la position de force, en quelque sorte, en ayant emprunté. C'est votre créancier qui peut se faire du souci. Donc je pense qu'on va avoir le développement toujours de banques en ligne, ou en tout cas de pratiques qui n'impliqueront pas forcément un contact avec le client. En revanche, quand on pense à son épargne, et là... Vous n'êtes peut-être pas encore en train de vous demander ce que je vais épargner pour ma retraite. Vous êtes encore tout jeune, donc vous avez le temps. Mais prenez quelqu'un qui a aujourd'hui 55 ans, 60 ans, qui a peut-être 5 à 10 ans encore d'activité professionnelle, qui peut-être se dit « Mais mon Dieu, est-ce que ma retraite va être si assurée que ça? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les systèmes de retraite versent un peu moins ?» Avec le mécanisme de dépendance, aussi l'allongement de la durée de vie, là, l'épargne va devenir très importante, vraiment importante. Le fait de savoir que votre argent est en sécurité, bien investi, c'est quelque chose qui va avoir beaucoup de prix. Le fait pour les parents de se dire « je vais être autonome » et ne pas avoir à demander
à mes enfants au fond de l'aide, c'est quelque chose, à mon avis, qui est très important. Et ce n'est pas simple aujourd'hui d'investir dans le monde que je décrivais. Je pense là, effectivement, qu'en matière de gestion de patrimoine de banque privée, et c'est ce que nous faisons, nous développons énormément ces services, avant que les clients se contentent d'un diagnostic sur ordinateur et n'aillent pas voir un conseiller de confiance pour conforter leur diagnostic, il va se passer du temps. Moi, quand je suis malade, je vais sur Internet, j'essaie de faire un pré-diagnostic. Bouton rouge, etc., fièvre, bon. Mais quand même, en général, en tout cas si ça dure, je vais voir le médecin pour vérifier quand même que je ne passe pas à côté d'un truc un peu sérieux. Et je pense que c'est un peu pareil en matière de patrimoine. C'est quand même un truc un peu complexe. Tout le monde n'est pas familier de ce qu'est une action, une obligation, etc., du traitement fiscal de tel ou tel produit. Avant que les clients se contentent de systèmes intelligents, il se passera beaucoup de temps. Et il n'y a, à ma connaissance, aucun système important qui ait pris une dimension importante dans ce domaine. Donc pour revenir là-dessus, la gestion, l'incarnation du banquier sur des actes importants de la vie financière restera, à mon avis, dans un futur proche. Peut-être qu'un jour, on sera tous remplacés par un robot. Je serai un robot, je parlerai à des robots. Dans 25 ans, voilà, des jeunes robots, un vieux robot parlera à des jeunes robots, mais on n'en est quand même pas là. Donc dans un futur proche, je pense que ce besoin d'incarnation, de confiance, restera, à condition, bien sûr, que les conseillers aient de l'expertise. Alors, madame, sur les fintechs, enfin, le champ de fintech est extrêmement vaste, hein, parce que... Et dans ce domaine, moi, je considère qu'il n'y a aucun tabou. Nous avons été, en fait, la première banque à acheter une fintech qui s'appelle Fiduceo. C'est Boursorama qui a racheté Fiduceo. Fiduceo, c'était le leader de l'agrégation en France. On a racheté Fiduceo. Ça nous a permis de diffuser la technique d'agrégation à nos deux réseaux, Crédit du Nord et Société Générale, plus vite. Nous pouvons être co-investisseurs dans des startups. En Afrique, nous sommes en train de lancer une marque qui s'appelle Yop. Dans 6 pays africains, c'est un portefeuille électronique qui s'appuie sur une technologie mobile. N'importe quel téléphone mobile, qu'il soit smartphone ou pas, fonctionne. Et à travers un réseau de partenaires, permet à des Africains, même s'ils n'ont pas de compte bancaire, de payer des factures, de déposer de l'argent et de retirer de l'argent. Cette technologie-là se fait avec une start-up qui s'appelle TacPay, dans laquelle on a investi en capital. Nous avons aussi, par exemple, investi en capital dans 3 fonds d'investissement, avec la capacité, si vous voulez, d'avoir un accès privilégié aux start-up en question, qui sont elles-mêmes en contact avec ces fonds, pour savoir si on veut développer un partenariat, mettre un ticket au capital, voire les acheter. Donc moi, je n'ai en l'espèce aucun tabou. En l'occurrence, si vous voulez, moi, ma grosse start-up, c'est Boursorama. Il faut juste savoir que je gère Boursorama comme une start-up interne. Boursorama, c'est ça cavale, ça cavale, ça cavale. D'ailleurs, sa patronne s'appelle Marie Cheval. Et je dis, Marie, tu fonces à toute berzingue. Ton objectif, c'est de conquérir le maximum de clients. Donc Marie, elle est à 1 million de clients et elle vise plus de 2 millions de clients en 2020. On est de loin la banque en ligne, la banque en ligne, c'est-à-dire avec la totalité de la panoplie de services, parce que vous avez dans ce monde beaucoup de confusion. On parle de banque alors que vous n'avez pas de crédit, par exemple. Le concept de banque, c'est un mot galvaudé. C'est pas Compte Nickel n'est pas une banque. C'est un système de prépaiement, de compte prépayé, mais vous n'avez pas de découvert, vous n'avez pas de crédit. Et c'est un tout petit bout de la chaîne bancaire. Boursorama, c'est la banque numéro 1 en termes d'ampleur de la qualité de service et qui galope à toute vitesse. Et je la conduis comme une start-up interne, c'est-à-dire dans son coin, elle avance à toute vitesse de manière très autonome. Mais on lance aussi des start-up internes dans d'autres domaines. On est en train de lancer une start-up interne, par exemple, en matière d'assurance. Donc on a là des salariés qui ont créé une start-up et dans laquelle on investit. On a, dans notre technopole, on a un plateau de 1000 m², où on a à la fois des start-up internes et on héberge des start-up externes. Donc moi, je suis dans une logique où il n'y a aucun tabou.
S'il y a un métier qui vient me voir, il me dit ça vaut le coup d'acheter, pourquoi pas. S'il y a un métier qui me dit ça vaut le coup d'investir, pourquoi pas. Je crois qu'on est vraiment dans une période de l'innovation où il ne faut avoir, je répète, aucun tabou. Alors, la dernière question portait sur séparer la banque de détail et la banque d'investissement. Alors, ça fait partie, si vous voulez, des belles questions théoriques que se posent un certain nombre de gens encore, peu. Il faut là-dessus, à mon avis, avoir du pragmatisme, regarder la réalité des choses. D'abord, quand vous regardez les grands sinistres bancaires, pour l'essentiel, ça n'est pas des banques comme Société Générale. Ce sont des banques moins diversifiées. Lehman Brothers, c'est une pure banque d'investissement. Parmi les plus gros désastres bancaires en Europe, si vous les regardez, c'est fondamentalement des banques de détail. Je pourrais citer Monte Paschi di Siena. Vous savez, c'est une banque italienne qui a quand même quelques difficultés. C'est une pure banque de détail. Vous prenez Bankia en Espagne, c'est une banque de détail. Probablement la vraie grosse banque diversifiée qui a eu des difficultés en Europe, c'est RBS. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont fait une grosse acquisition aussi à un mauvais moment. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je considère, moi, que la diversification du modèle bancaire est plutôt une source de stabilité. Et il faut juste, de ce point de vue, regarder la réalité des choses et pas raisonner, on va dire, de manière théorique. Deuxièmement, ce que je voudrais juste dire, c'est quand je regarde ce qui s'est passé aux États-Unis, et quand on parle banque, on ne peut pas se détacher du principal marché. Les grandes banques américaines sont devenues de plus en plus diversifiées. Vous savez, vous aviez 5 banques d'investissement spécialisées aux États-Unis avant la crise. Merrill Lynch, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Bear Stearns. Lehman Brothers a disparu en faisant faillite. Bear Stearns, pour ce qu'il en restait, a été racheté par JP Morgan. Merrill Lynch a été racheté par Bank of America. Et Morgan Stanley et Goldman Sachs se sont diversifiés dans la gestion de fortune, la banque privée, voire aujourd'hui Goldman Sachs commence à tâter de la banque de détail. Donc je note juste que sur le marché le plus important au monde, vous avez ou plutôt le renforcement d'un modèle de banque diversifiée ou universelle. 3 autres questions. Et après, 3 autres questions, puis on terminera sur les questions plus personnelles. Bonjour, je suis Grégory, étudiant à l'ENSIMAG en première année, ayant pour but d'intégrer la filière finance l'année prochaine. Vous avez parlé du Brexit dans ses enjeux, l'impact que ça pourrait avoir, mais pas trop sur la stratégie de la Société Générale à ce sujet. On sait qu'il y a de nombreuses banques qui souhaitent délocaliser des postes sur les autres places financières européennes, Francfort, Dublin, voire même Paris. Quelle est la stratégie de la Société Générale à ce sujet ? Bonjour Monsieur Oudéa, je m'appelle Saad Jamali, je suis étudiant en première année à GEM et prochainement stagiaire chez Harbinger Capital à New York. Et je voulais savoir pourquoi... Comment Harbinger Capital. Harbinger Capital, c'est un fonds d'investissement, c'est un hedge fund. C'est un hedge fund. Un hedge fund. Et je voulais savoir pourquoi il est si difficile ici en France de trouver un emploi comme trader si on est étudiant d'école de commerce. Bonjour Monsieur Oudéa, je m'appelle Tristan Sanzé, moi je suis étudiant aussi à l'ENSIMAG en première année. Et en fait, moi par exemple, j'ai pour volonté aussi de travailler en salle de marché. Et en fait, moi ma question se base sur le fait que depuis la crise, la salle de marché a beaucoup évolué. On voit notamment beaucoup de disparition de prop trading en banque d'investissement. Aussi, il y a eu beaucoup d'effets de la digitalisation sur beaucoup de différents assets. Et en fait, ma question, c'est, selon vous, dans 5-10 ans, comment auront évolué les différents desks en salle de marché en fonction des produits financiers, en fait? Et quels produits financiers vous voyez évoluer, lesquels est-ce que vous voyez disparaître,
et lesquels seront impactés le plus par la digitalisation, surtout étant donné que vous êtes le champion du monde des dérivés actions. Voilà. Merci beaucoup. Alors rapidement, le Brexit, si vous voulez. Encore une fois, la question, prenez une banque américaine qui a tous ses effectifs à Londres et qui fait face au fait que dans 2, 3, 4 ans, pour vendre des produits à la clientèle de l'Europe continentale, il faudra que ces équipes soient en Europe continentale. Vous voyez qu'elle a à choisir où elle s'installe. Paris, Francfort, Dublin, j'en sais rien. Combien de personnes elle va mettre, etc., etc. Le problème pour la Société Générale se pose de manière totalement différente. Nous avons organisé Paris-Londres en quelque sorte comme les deux jambes d'un même corps. Nous avons des effectifs tant à Paris qu'à Londres. Je répète qu'à Paris, nous avons la plus grande salle de marché d'Europe continentale. Nous avons plutôt, par rapport même à d'autres banques, conservé Paris comme le cœur de nos activités de marché. Nous avons à Londres des activités là aussi de marché et de banque d'investissement, mais avec aussi toutes les licences nécessaires sur place. Donc si nous avons, in fine, à bouger du monde parce que les règles seront telles que, on le fera, mais on le fera sans avoir à se demander si c'est Paris ou Francfort, parce qu'à Paris, on a la place, naturellement. Donc, rapatrier 200, 300 personnes, pour nous, on a la place, on a les systèmes, on a les locaux, on a les marques employeurs, on a les licences. Vous voyez, c'est opérationnellement beaucoup plus simple pour nous que pour une banque qui aura tout misé sur Londres, qu'elle soit japonaise ou anglaise, ou là, américaine, où là, elle a à faire un choix stratégique d'implantation. Deuxièmement, je ne sais pas s'il est si difficile que ça de trouver des jobs de trading. Bon, ce qui est vrai, vos deux questions sont en partie corrélées. Les modèles ont changé. Vous savez qu'il y a une loi en France qui dit vous devez séparer les activités de prop trading dans une filiale identifiée. Les contraintes de toute nature, capital, liquidité, font que il y a quasiment plus d'activités de prop trading. Il faut être clair. Il y en avait déjà, en fait, pas tellement. Mais aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus de prop trading. D'une certaine manière, le régulateur nous a dit, ce n'est pas votre job à vous, banque, de faire du prop trading. Et c'est au fond plutôt le job des hedge funds. À eux de prendre leurs risques, peu importe. Mais en même temps, nos activités de marché n'ont cessé de se développer. Et je leur vois un avenir formidable au service du financement de l'économie. Comme je le disais, le type de réglementation qui a été mis en place et assumé par tous les politiques en Europe, c'est de dire, par rapport à un système où le financement de l'économie était assuré à 75% par les banques et 25% par les marchés, on veut un rééquilibrage. On veut plus d'activité de marché. Et je reviens sur mon point, la nécessité de construire des marchés de capitaux en zone euro plus efficaces, plus profonds, plus intégrés. Dès lors, vous devriez avoir, je l'espère un jour, des marchés d'actions, juste actions, plus profonds, au service d'une épargne qui, j'espère, va s'investir plus en actions et des entreprises ayant besoin de capital qui feront appel à ces actions. Le marché de la dette de toute nature, obligations, titrisation. Les titrisations ont à peine redémarré en Europe, parce que c'est encore un mot très négatif. Mais nous avons besoin de titrisation et ça peut très bien fonctionner. Donc le marché de la dette, vous savez qu'on a développé par exemple aussi le marché du placement privé pour les entreprises de taille moyenne. Aujourd'hui, une entreprise avec un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros peut avoir accès à des financements de marché. Tous ces marchés-là vont se développer. Les produits dérivés vont continuer à se développer. Qu'est-ce qu'on fait en matière de dérivés actions? Nous sommes notamment champions du monde dans des produits qui, en fait, servent à collecter de l'épargne. Ces produits sont typiquement des produits à capital garanti ou avec une partie du capital garanti, et puis une performance qui peut être calée sur un indice boursier ou autre, peu importe. C'est un produit qui va rester, à mon avis, extrêmement attractif pour beaucoup de gens parce que, on le sait, l'appétit pour le risque reste quand même parfois limité dans la clientèle de particuliers. Donc la protection d'une partie ou de la totalité du capital est un élément marketing important, tout en assurant un certain type de performance. C'est vrai en Europe, mais c'est vrai en Asie. Donc moi, je suis extrêmement confiant sur les marchés en général. Ces marchés changent avec ces bascules aussi que je mentionnais de produits de gré à gré vers des plateformes de compensation,
avec, c'est plus du prop trading, mais c'est de l'appui au financement de l'économie, à des stratégies de couverture de toute nature, un change, taux, etc. Bref, moi je suis extrêmement confiant dans les marchés et je mise énormément sur le développement des marchés dans la Société Générale. Voilà, j'espère avoir répondu aux 3 dernières questions. Vous voulez qu'on passe... on aura l'occasion, à l'occasion du cocktail, de poursuivre sur des sujets professionnels. Excusez-moi de vous interrompre juste, monsieur Oudéa, Oui. mais du coup, oui, on va continuer l'échange autour du cocktail. Donc, un grand merci à tous les étudiants qui étaient présents. Je n'ai pas fait exprès, mais j'ai sauté la partie privée. Là, mais je sais pas ce que... Juste, c'était quoi les questions sur la partie privée, juste que je le sache? Alors par exemple, c'était, sachant que vous venez du privé, du public, je veux dire au départ, vous êtes passé au privé. Je vais déborder un peu, ça pose pas de problème opérationnel, non? Non, ça ira. Pas de problème. On se retrouve, on continuera l'échange au cocktail. 5 minutes. 5 minutes. On s'arrête à 17h45. Premier jury. 5 minutes sur la partie privée. Alors du coup très simplement c'était pour prendre exemple en fait sur notre Monsieur Trump qui a rapatrié avec lui, alors non je pensais pas à vous hein. Enfin exemple pas vraiment hein. Oui voilà, alors qui a pris dans ses équipes d'anciens hommes d'affaires, d'anciens banquiers, et est-ce que vous avec votre expérience du coup du privé et de la banque vous envisagez un jour de vous replonger dans le public et de faire part de votre expérience du privé dans le public? Alors, pour l'instant, je reste pleinement engagé dans la Société Générale. J'ai encore beaucoup de travail à faire. Bon, moi, un jour, il faudra que ça s'arrête, bien sûr. Mais si vous voulez, par contre, non, ce qui est vrai, c'est que je reste très intéressé par la chose publique, par nature. J'ai été aussi dans la banque parce qu'au fond, la banque est un monde extraordinairement ouvert à l'international, extraordinairement connecté à tout ce qui est politique, économique, social, puisque quand une banque est dans un pays, elle fait face à toutes ces réalités. Et donc, moi, j'ai choisi aussi ce monde de la banque à cause de ça, pour rester très connecté sur tous ces sujets. Et je pense personnellement qu'un banquier, il a une capacité d'aider des hommes politiques à comprendre le monde. Moi, je suis en connexion, je le répète, je me déplace partout dans le monde. Je vois des clients du monde entier. Je suis obligé d'analyser les économies du monde entier. Voilà, bon, je ne suis pas sûr qu'on fasse appel à moi spécialement, mais pourquoi pas un jour... La vie est longue. Enfin, dernière question, question plutôt prévisible. Qu'est-ce que vous conseillez à tous ces jeunes étudiants d'école de commerce qui veulent rejoindre le domaine de la banque? Quels seraient vos conseils pour leur avenir? Alors d'abord, moi je voudrais vous dire, ça fait plus de 21 ans que je suis à la Société Générale, et après 21 ans, je considère que je fais un métier exceptionnel. Je pense que le métier de banquier est un vraiment beau métier. Parce que justement, je reviens sur l'importance de la relation. Cette relation de confiance qui fait qu'un client va venir vous voir en vous disant, avec le sourire, ça fait 40 ans que je suis à la Société Générale, en confiance, en loyauté, c'est extraordinairement gratifiant. Derrière, ça suppose des qualités relationnelles, des compétences techniques, une capacité à comprendre les clients. Et dans quelque chose qui est très, très intime, parce que moi, je considère, je suis d'une famille de médecins. J'ai un moment pensé à faire médecine. La santé, il n'y a rien de plus important. La vie de ses enfants, sa propre santé. Mais derrière la santé, au fond, l'argent, son patrimoine, une nouvelle fois, c'est quelque chose de très important. Parce que derrière un financement, la capacité à acheter la maison de ses rêves, pour un chef d'entreprise, à faire grandir son entreprise, c'est des choses fondamentales. Et quand vous réussissez à faire ça avec votre client, à l'aider aussi à traverser des mauvais moments, c'est pour la vie. Il est votre client pour la vie. Et donc, quelque part, on a quelque chose d'extraordinairement précieux à alimenter. Et ça demande des compétences, si vous voulez, extraordinairement riches et diversifiées. Troisièmement, moi, ce que je trouve formidable dans la banque, il n'y a pas tant d'entreprises qui le permettent, c'est que vous pouvez avoir des carrières formidablement diversifiées. En fait, vous avez 10 métiers différents dans vos 40 ans si vous restez 40 ans. Combien j'ai de salariés Société Générale qui ont plus de 40 ans de maison et qui disent « c'est incroyable ce que j'ai fait ». Je me déplaçais juste, donc je vous l'ai dit, en Afrique. Je suis tombé par hasard dans une agence de Côte d'Ivoire pour la clientèle patrimoniale sur un salarié qui avait quitté le Crédit du Nord une semaine avant.
Le directeur commercial qui s'occupe de cette fameuse marque dont je parlais, il a été trader sur les commodities jusqu'en 2010. Et puis il en a eu marre. Et il se retrouve en train de développer une marque start-up en Afrique, dans 5 pays. Vous pouvez multiplier les exemples de bascule. Perrine Gilbert, que je vois dans la salle, là, qui est la personne qui s'occupe de notre DEC, de notre unité d'exploitation commerciale à Grenoble, elle était avant en Russie. On a, si vous voulez, une capacité à offrir une diversité de carrières extraordinaire. Et derrière chaque changement de poste, c'est une nouvelle stimulation intellectuelle. Enfin, moi, j'ajouterais que si vous arrivez justement dans la banque en 2018, en 2019, vous entrez dans cette phase formidable où la crise sera derrière et où sera justement une question de différenciation et d'innovation. Dans un monde qui est en train de se réinventer en permanence. Voilà, donc moi je considère en tout cas que c'est des métiers qui restent extraordinairement motivants, intellectuellement, humainement, techniquement. Et j'ai déjeuné récemment, vous voyez, avec des jeunes qui nous avaient rejoints il y a moins d'un an, après des stages. Le stage est un truc très très important. Moi je vous conseille, si vous avez un doute, faites un stage là où vous avez un doute, parce que c'est la meilleure façon de voir concrètement ce qu'est l'entreprise, ce qu'est son ambiance, ce qu'est la culture, c'est qui les gens. Et tous ces jeunes, au fond, le stage, ça leur avait confirmé une motivation, une vocation. Voilà, donc moi je vous recommande d'entrer dans la finance. Alors il y a plein d'autres beaux métiers ailleurs, mais vraiment, en tout cas, moi je veux dire, j'ai une énergie, une motivation, un enthousiasme pour notre métier qui reste intact, et je dirais même renforcé par les défis des prochaines années. Voilà, donc on s'en tient là. Merci beaucoup, et puis on se retrouve autour d'un verre. Bien, merci. Un grand merci à vous, Monsieur Oudéa, de nous avoir fait l'honneur de votre présence à GEM. Merci aussi à l'ensemble de la Société Générale qui sont donc partenaires de nos événements à chaque fois. Et donc on se retrouve tous au cocktail pour échanger directement avec Monsieur Oudéa, qui se trouve dans le hall derrière l'accueil de GEM. Voilà. Et les membres de GEM en débat pour faire la photo. C'est sympa comme tout. Photo. Bon, ça aurait été un peu plus long que prévu, mais toujours un peu comme ça. Chaque année, donc ouais, voilà, on en profite, on est sur On va faire une photo avec l'équipe si ça vous va. Et on remercie tous Clara pour sa dernière conférence en tant que présidente de l'association GEM en débat. Merci effectivement à toute mon équipe. Je laisse la main pour les prochaines conférences. Jusqu'au mois de mai, ils vous réservent encore pas mal de surprises, donc on compte sur vous. Et puis voilà, je leur laisse la main et merci. Merci.